Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau podcast qui était de base Audrey B, le podcast qui est maintenant inspiré. Je fais cette vidéo pour raconter mon témoignage, mon parcours scolaire. Parce que oui, j'ai enfin terminé mes études. Oui, j'ai un bac plus 5 maintenant, master dans l'éducation spécialisée. Je vous montre ma photo de remise de diplôme. Pour certains, c'est juste un diplôme, c'est juste une case à cocher. Tu as terminé tes études, un bac plus 5, etc. Mais pour moi, c'est l'un des plus grands témoignages de ma vie. Et j'aimerais encourager les personnes qui se retrouveront dans mon histoire. Pour certains, c'est juste 5 ans d'études. Pour moi, c'est tout un parcours rempli d'embûches, de pleurs, de cris à Dieu, d'humiliation et de plein d'autres choses. Mais je vous raconterai ça en détail. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes deux parents étaient chrétiens, ils partaient à l'église. J'ai grandi à l'école du dimanche pour ceux qui connaissent. Et on va dire mes parents sont convertis lorsque mon avant-dernière petite sœur est née. Et à partir de là, ils ont commencé aussi à chercher le Seigneur, etc. et à servir dans la maison du Seigneur. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai toujours été exposée à la parole de Dieu jusqu'à ce que je devienne adolescente, jeune adulte, on va dire, et que je prenne moi-même mes propres décisions. On va commencer dans l'enfance. J'ai grandi, j'avais un gros challenge dans les études. Ça a commencé en maternelle, je crois. Les maîtresses disaient à mes parents que j'étais pas comme les autres enfants. Je parlais jamais. J'étais toujours dans ma bulle. Et j'arrivais pas à faire tout ce qu'on me demandait de faire dans ma classe, en fait. Que ce soit en termes d'écriture, etc. J'étais un enfant particulier. Et mes parents inquiets ont commencé à en fait chercher c'était quoi le problème par rapport à moi. Le fait que je n'avais pas d'interaction avec les autres enfants, que je réussissais difficilement les différents exercices qu'on me donnait. Et ils ont décidé de voir un psy. Il a fait faire des tests. Et en sortant de là, il leur a dit que moi je ne ferais pas de longues études. Et je me rappelais toujours de cette scène. J'étais petite, mais la scène est restée gravée dans ma tête. Ma mère qui m'attrape à la sortie de chez le médecin et qui me fixe. Après avoir entendu personne lui dire, votre enfant ne fera pas de longues études. Après qu'il m'attrape et on part. Cette scène, franchement, j'ai 29 ans aujourd'hui, je me rappelle comme si c'était hier. Et c'était le début d'une grande histoire avec les études. Ensuite, je suis passée en primaire. J'avais le truc qui se répétait beaucoup dans mon parcours, c'était elle a des lacunes. Dans mes notes, dans mes bulletins, c'était beaucoup de ces notes sont médiocres. En CE1, j'étais dans une classe, dans une grande école de la place, et il y avait 30 élèves dans la classe et les profs, les maîtres n'avaient pas le temps de s'occuper de chacun. Et moi, j'étais toujours entre la dernière de la classe et l'avant-dernière. C'était mes places là. C'était vraiment mes places. Et une année, mon père était venu me chercher en fin d'année pour récupérer mes bulletins. Il a croisé la maîtresse. Et mon père était un peu fâché dans le sens où, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Elle est tout le temps dernière ou avant-dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, à la même période, il y avait une école qui était venue faire sa publicité dans notre église, qui s'appelait Cité de Grâce. Et mes parents saisissent sur l'occasion. Déjà, il y avait trop d'élèves où j'étais 30 élèves par classe. C'est galère pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est comme ça que j'ai poursuivi mes études dans une nouvelle école, une école chrétienne en plus, avec moins de 10 élèves par classe. Une fois arrivé dans cette école, j'étais en CE2 si je me rappelle bien, et j'avais tout à refaire. En fait, j'avais énormément de lacunes et je pouvais pas juste m'inscrire et continuer mon parcours comme si de rien n'était. Il fallait que je rattrape mon retard. Du coup, qu'est-ce qui se passait, c'est que pendant que mes collègues de classe prenaient leur pause à midi, je mangeais rapidement pour aller rattraper mon retard. C'est-à-dire, j'avais toujours des cours particuliers entre midi et deux. Chose qui m'énervait énormément parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient le droit de se reposer et jouer et moi de travailler. Donc, je travaillais toujours 2 fois plus que les autres pour avoir à peu près la même note qu'eux. Ou même un peu moins, on va dire. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Il me restait 3 ans en primaire.
Les profs faisaient ça, vous savez, le système ivoirien, à l'époque en tout cas, la chicotte, etc. C'était vraiment épuisant, c'était vraiment terrifiant pour moi et tout. Mais je comprenais, je commençais à comprendre. J'avais aussi des répétiteurs à la maison qui m'aidaient aussi à assimiler certaines choses. Je suis passée en CM1, en CM2. Et en Côte d'Ivoire, en CM2, on passait le CEP, un examen qui te permet d'entrer en sixième et d'avoir ton premier diplôme, en fait. Pendant toute cette année-là, mon maître de l'époque était en mode, votre fille, là, est-ce qu'elle va avoir son examen? Dictée zéro. Dictée zéro, c'était vraiment la base pour moi, en fait. Dictée, toujours zéro. J'avais toujours zéro. C'était ma phobie limite parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait pas sortir. J'arrivais jamais à capter tout ce qui est faute d'orthographe, grammaire, accords, etc. Donc, du coup, on a cru qu'on connaît pas bien la dyslexie, on connaît pas bien tous ces trucs. On se dit juste que l'enfant ne veut pas travailler ou l'enfant est bête. Ils étaient vraiment pas optimistes me concernant. Ils étaient en mode, bon, il y a tel qui va avoir son examen, mais Audrey, on sait pas. Elle, on sait vraiment pas. Quand on faisait les examens blancs, j'ai aucun souvenir d'avoir réussi mes examens blancs, en vrai. Et personne ne misait sur moi. Je suis allée au CEP et je l'ai eu. Et ça, c'était une première victoire, mais j'étais même pas consciente que c'était une victoire parce qu'à l'époque, pour moi, j'étais juste quelqu'un qui travaillait pas bien. J'arrivais pas à retenir les choses. Après, je sais qu'il y a un côté spirituel dans ça. Du coup, j'ai continué à avancer. J'ai eu mon CEP, je suis passée au collège. Et après ça, j'ai continué à avancer. Petit à petit, en fait, jusqu'à la troisième. Et à la troisième, j'étais plus grande et j'avais plus conscience de moi-même et de mes capacités scolaires. Et je me suis rendu compte que j'avais encore énormément de lacunes. J'avais quand même été accompagnée avec des répétiteurs, etc. Mais j'avais pas mal de lacunes, surtout en français. J'ai passé le brevet en sachant en moi que j'avais ces lacunes et que je n'allais pas forcément y arriver. Et j'ai raté mon brevet. Et là, les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Parce que j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde réussit et pas moi? Et je savais qu'il y avait aussi une concurrence un peu malsaine dans ma famille par rapport aux examens. Vous savez, vous voyez les familles où on compare un peu les enfants. Pas dans ma famille restreinte, mais ma famille élargie. Et c'était un peu devenu un fardeau pour moi parce que à chaque fois, j'avais le stress de, ah, ils vont venir me poser des questions par rapport à mes études. Alors que je sais pertinemment que ça ne va pas. Et il y avait tout ça, en fait, en moi à l'époque. Et à aucun moment, je me suis dit que j'étais intelligente, que j'allais réussir quelque chose dans ma vie, j'allais accomplir des choses. À aucun moment. J'ai raté mon brevet. Je suis passée en seconde. J'ai fait une seconde C. Quelqu'un qui est ni bonne en maths, ni bonne en physique, ni bonne en SVT, en français. On m'avait même orienté au lycée technique pour vous dire que les matières générales, c'était pas pour moi. Et je suis allée faire la seconde C. Un échec bisant en seconde C. Franchement, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais mince. Moi, mais je regardais mes notes en maths en troisième. Je faisais quoi en seconde C, je sais pas. Et je pense qu'à partir de là, j'avais 15 ou 16 ans et j'ai vraiment pris conscience du fait que j'ai réussissais jamais mes examens. La même année que j'ai redoublé, enfin, je suis passée en seconde, j'ai repassé le brevet, je l'ai encore raté. Donc, ça faisait 2 échecs, plus un redoublement de la seconde, parce que j'avais pas validé, en fait, la seconde. Donc, j'étais avec 3 échecs et je me suis dit, il y a vraiment un problème, en fait. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête ou dans ta vie, mais t'as vraiment un problème. À l'époque, moi, j'avais même dit à mes parents que j'allais arrêter les études pour vendre à locaux, pour vendre les bananes, pour vendre des trucs au bord de la route, genre ça ne servait à rien que je poursuive. Et vous vous rappelez, je vous avais dit au départ que on avait dit à mes parents, le professionnel de santé leur avait dit que j'allais pas faire de longues études, genre j'avais pas les capacités pour. À l'époque, je n'en avais pas conscience, mais avec du recul, il me dit, c'était en fait ce qu'il avait déclaré sur ma vie qui était en train de se réaliser. Mes parents m'ont encouragé et j'ai changé de système en fait. J'ai quitté le système ivoirien. Je suis passée au système français. Et arrivé au système français, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais des capacités pour toutes les matières où j'étais pas hyper forte
en seconde C. Et le truc aussi, c'est qu'en seconde C, en fin d'année, j'avais commencé à remonter mes notes et je commençais à comprendre les maths, SVT et physique. Je commençais à avoir de bonnes notes et les profs étaient fiers de moi. Mais c'était déjà trop tard parce que j'avais raté mes deux premiers. Je suis arrivé en seconde générale au système français avec le background de la seconde C. Dites-vous que la seconde générale était pour moi plutôt un terrain de jeu. Tout ce que j'avais fait en maths, en seconde C, en physique, SVT, c'était devenu très dilué en seconde générale et je comprenais tout, quoi. J'étais en mode, c'était une renaissance. J'avais aussi une envie de réussir très forte. J'étais venue pour abattre, comme on dit. Donc, du coup, ça allait vraiment. Et j'ai même été orientée en première générale au lieu d'aller faire une première technique. Et arrivé en première, les choses ont commencé à se corser et ça a recommencé à être difficile. Et là, mes peurs se sont remis en place parce que vous avez dit qu'en troisième, j'avais peur des échecs, des regards des gens, de ma famille, etc. De comment j'allais y arriver dans la vie, etc. Parce que je me sentais pas très forte. Du coup, en première, on devait passer la première partie du bac et c'était le français, ma bête noire. Je suis allée faire une dictée là-bas, comme à mon habitude, un bon zéro. Ça m'a fait des points à rattraper pour le bac. Je suis allée en terminale parce que j'avais validé quand même ma première avec beaucoup de difficultés. Et j'étais en terminale en mode, est-ce que je vais y arriver? J'ai pas l'impression que oui. Ça va être compliqué, etc., etc. Et je suis arrivée en terminale, j'ai commencé les cours, la peur au ventre. Je voyais que j'étais plus très forte, par exemple, en sciences économiques, que j'aimais bien en seconde et en première. Je voyais que maths, c'était devenu compliqué. En fait, c'est comme si toute la science que j'avais avait disparu et j'étais vraiment encore perdue dans mes études. Déjà, par rapport à la première, annoncer encore aux gens de ma famille que je n'ai pas validé ma première, ça faisait encore 3 échecs. J'ai redoublé la seconde. J'ai raté 2 fois mon BPC et mon brevet et j'ai raté ma première partie du bac. J'avais une honte, je me sentais bizarre, j'avais l'impression que les gens me jugeaient. C'était vraiment compliqué. Donc je suis allée en terminer avec ça, la peur de l'échec. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé le bac cette année-là et j'ai échoué en rattrapage. Et je me rappelle, quand j'ai passé le rattrapage, vous savez, au système français, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand on donne les résultats et que tu passes au rattrapage, dès le lendemain, en fait, tu passes au rattrapage. Donc, dès qu'on te donne les résultats, tu dois aller à l'école pour réviser et le lendemain, tu passes au rattrapage. On m'a donné les résultats, je suis allée à l'école, paralysée, pétrifiée. J'étais en mode, oh là là, comment je vais faire? Déjà, je suis réservée, j'aime pas parler. Les oraux, c'est compliqué. Et là, je dois aller défendre pour mon bac. Je vais aller raconter quoi? Et en même temps, j'avais un esprit, c'est comme s'il y avait un esprit d'échec qui m'avait alourdi, de peur aussi, où je pouvais plus rien faire. Même quand le prof essayait de nous expliquer les choses, j'étais paralysée, pétrifiée. Je crois que ce qui m'a aidé aussi dans cet examen-là, c'est que quand je passais les oraux des langues, le prof qui m'avait eu m'avait demandé si j'avais validé ma première partie. J'ai dit non, que j'ai des points à rattraper. Quand je lui ai dit le chiffre, il m'a dit wesh. Et en anglais, j'avais posté mes trucs. Et je pense que le prof a eu pitié de moi. Et par exemple, si je devais avoir 10, il m'a ajouté 2 points de plus. Bref. Et ce geste-là m'a aidé quand j'ai redoublé ma terminale. Donc, je redouble ma terminale parce que je suis allée à l'oral, j'étais pétrifiée, je n'ai rien fait de bon. Je suis rentrée à la maison, je me suis couchée.
Et je savais que c'était fini pour moi, en fait. Et l'ennemi dans mes pensées était en mode, tu vois, t'es qu'un échec. T'es vraiment qu'un échec, en fait. Tu passes ton temps à échouer dans la vie. Tu n'as pas honte. Et je me ressassais tellement dans ma tête comment j'aurais pu changer le cours de l'histoire. Et ça, limite, c'est comme si je frôlais la folie. Parce que j'ai recalculé tout. Il me manquait tel point pour valider. Pendant plusieurs jours, j'étais dans cet état-là. Je voulais plus voir personne. J'étais dans ma chambre et tout. En plus, mes meilleurs amis de l'époque avaient tous les deux validé, partaient en France. Et moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire à redoubler encore une fois. Mais c'était le chaos dans ma tête. À un moment donné, j'ai commencé à parler à Dieu. Je vous avais dit que mes parents étaient chrétiens, que j'ai grandi à l'école du dimanche, etc. Les semences que les parents font porteront ou portent toujours du fruit. Quel que soit le temps que ça va prendre. J'étais en train de parler au Seigneur en mode, donc c'est la vie que tu m'as donnée là, qui est là. Il faut me reprendre et puis cette vie n'a pas lieu d'être en fait. Je comprends pas. Je suis dans quoi en fait? Que je sais pas où je vais, je réussis jamais, j'échoue toujours là, même ils m'ont fait redoubler la même. Je sais que je vais pas réussir. Parce que je connais mes capacités et tout. J'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et comme ça, je parlais au Seigneur. Et j'ai ressenti vraiment dans mon cœur une parole. Et cette parole, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, je serai toujours avec toi. Wow. My God. En fait, c'était la première fois que je ressentais la parole de Dieu directement dans mon cœur, dans ma vie. C'est vrai qu'on faisait les cultes de famille, c'est vrai qu'on partait à l'église, on écoutait les messages, on avait des cultes, etc. Mais j'avais jamais en fait une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est cet événement-là qui m'a poussé vers lui. Quand il a dit ça dans mon cœur, c'est comme si j'étais devenue une nouvelle personne, là, tout de suite. Mon mindset, là, a changé drastiquement. Quand il a dit, je serai toujours avec toi. Waouh. J'ai commencé à lire ma Bible parce que j'avais une Bible avec laquelle j'allais à l'église et les dimanches, je lisais au culte. Ça, c'est la Bible du culte. C'est la Bible qui appartenait à l'église parce que en semaine ou quand je lisais que au culte et pendant les cultes familiaux, là, j'ai lu la Bible pendant des heures. J'ai commencé à dévorer la Bible, à méditer là-dessus, à m'approprier les paroles d'une belle là-dessus parce qu'il y avait aussi des problèmes par rapport à mon image, à ce que je représente, à qui je suis. J'ai commencé à évangéliser sur les réseaux, dans ma famille et même à l'école. Cette année-là, c'était le 5 septembre 2015. Je me suis fait baptiser et là, ma vie a diamétralement changé. Totalement changé. Ma vie, en fait, a fait un tournant à 360 degrés. J'étais plus la même. J'avais plus honte de parler de Christ, de me mettre sur les réseaux, de m'exprimer sur des trucs, d'encourager les gens. Et même mon attitude vis-à-vis des études avait totalement changé. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir vers ma destinée. Et cette année-là, je suis allée confiante. Je savais que j'avais des lacunes, je savais qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Mais je savais que j'avais Dieu. J'ai changé l'équipe avec qui je travaillais pour préparer mon examen. J'avais un nouveau prof de maths, j'avais un nouveau prof d'économie. Et j'ai commencé à mettre des stratégies pour bosser mes leçons au fur et à mesure parce que j'étais venue pour éteindre. Et cette fois-ci, pas seule comme en seconde, mais éteindre avec le Seigneur. Éteindre avec le Saint-Esprit. Et du coup, ça a commencé à porter du fruit. Je bossais, je voyais mes notes monter en maths, en histoire géo, en sciences éco. En tout cas, j'étais vraiment là, en fait. Et je parlais du Seigneur à mes collègues de classe de l'époque. S'ils se souviennent encore de moi, ils savent que celle-là, elle aimait trop parler de Dieu à l'école. Je faisais ça, les gens savaient que j'étais chrétienne, j'évangélisais sur les réseaux, je parlais de Dieu à mes amis de classe. Et il y a une anecdote, c'est qu'un jour, je sais pas ce que je faisais, on était en examen blanc, j'ai raté une épreuve, parce que j'étais pas là en fait. Je sais pas où j'étais, je me rappelle plus. Et quand je suis revenue, on m'a dit, mais t'étais où, on a passé telle épreuve et tout.
Dès on m'a annoncé, je me suis dit, mais non. Comment ça on passe un examen blanc, je suis pas là pour l'épreuve. Et les gars ont commencé à rire en mode, attends, tu vas avoir un gros zéro, hein. J'ai dit, moi, Audrey, jamais. Même si j'ai zéro à cette épreuve, je vais avoir mon examen blanc. Vous pensez que moi, j'ai quel genre de Dieu dans ma vie, quelqu'un qui avait peur des études, quelqu'un qui échouait beaucoup, qui parle comme ça. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui dit, Dieu a changé? Et les gens étaient en mode, mais toi, vraiment, ta foi est surdimensionnée. Ben oui, ma foi est surdimensionnée. Même si j'ai zéro dans cette manière, je vais valider. Je suis sereine et imperturbable par rapport à ça. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont appris que j'ai validé, alors que j'avais zéro à cette manière, ils étaient en mode, wesh, ma belle. Ton Dieu, là, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma marche. Jusqu'à présent, je continue à évangéliser. La preuve, je suis en train de faire cette vidéo-là. Et j'ai validé mon bac au premier tour. J'ai préparé mon sac pour la France. Je suis arrivée en France. Et un nouveau challenge a commencé. Le truc, c'est que quand je suis arrivée en France, j'étais toute seule à Bordeaux. Je connaissais personne. Et je devais aller en administration économique et sociale pour faire ma première année de licence. Parce que dans les projets que j'avais avec mes parents, parce que je pense que c'est nos projets à nous, c'est-à-dire que je devienne économiste. C'est trop drôle. Et quand j'étais en terminale, j'ai commencé à bien aimer les sciences sociales. Notez, écoutez bien, enregistrez cette partie. Et je me suis arrivée à mi-sociale, l'administration sociale. Et j'ai échoué lamentablement. Mais cette année-là, c'était pas comme les autres échecs d'avant. J'ai redoublé. J'ai travaillé, hein, je travaillais tous les week-ends, je faisais tout ce qu'il fallait, mais ça piquait pas. J'étais tout le temps en train de travailler, je sortais même pas les week-ends, j'habitais loin, les trajets m'épuisaient, mais je travaillais quand même. Même avec les pleurs, je travaillais. Mais ça piquait pas. Et en redoublant, j'ai décidé de juste changer de filière. Juste. J'ai dit à mes parents, je pense que c'est pas là que je dois être. On m'avait parlé d'un programme de réorientation dans l'université de Bordeaux. J'ai participé. Quelle a été ma surprise de voir que je suis faite, parce que j'ai fait des tests, que je suis faite pour le social, pour tout ce qui a trait au social. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, ok, cherche des écoles, etc. Quand j'en ai parlé à des connaissances, ils étaient en mode, mais tu veux faire quoi dans le social? Il n'y a pas d'argent là-bas. Moi, je me suis dit, vas-y, si je suis faite pour ça, même s'il n'y a pas d'argent, je fonce. Il n'y a pas d'argent maintenant, mais on peut faire des choses avec, bref. Je suis arrivée dans le social et Dieu m'a vraiment conduit dans une école. Je pense que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te conduit quelque part. Du coup, je suis arrivée dans cette école-là. Tout n'a pas été rose là-bas, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. C'était un BTS dans l'administration sociale qui s'appelle SP3S pour ceux qui connaissent. J'ai validé. Et dans ce BTS, on avait un cours action professionnelle qui nous a poussé à créer des actions sociales. On a fait une exposition dans une grande place de Bordeaux de nos œuvres en fait. On a mis en scène la violence conjugale et on a dénoncé avec tous les numéros utiles qu'il fallait pour aider ces femmes-là. Ça m'a beaucoup touché parce que c'était du social, aider les gens dans le besoin, aider les gens en difficulté, etc. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a fait des maraudes. On a préparé toute une action pour distribuer aux sans-abri. Et là, ça fait tilt. Un jour, je suis allée à l'église et je savais que le Seigneur m'attendait dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas trop quel genre d'entrepreneuriat. Et avec le temps, j'ai compris que c'était de l'entrepreneuriat social. Bref. Il y a eu un culte où on parlait de se mettre en mouvement par rapport à ce que Dieu nous appelle. Et à la fin du culte, j'ai essayé de voir le pasteur pour lui dire que moi j'ai à cœur de faire du social, de m'occuper des gens dans le besoin, etc. Et il m'a aidé là tout de suite. Oui, on prend rendez-vous, je vais t'ouvrir une assoce, etc. Je me suis dit, mais hé, tonton, moi je pensais que c'était pour plus tard, hein. Moi, je suis étudiant, tu vas m'ouvrir une assoce. En plus, je pensais plus à la Côte d'Ivoire, hein, pas à... Et on a fait ça, on a commencé à faire des actions en France avec mes amis de l'époque.
Et ça a ouvert beaucoup de portes, surtout au niveau financier, parce qu'on était étudiant et à chaque fois, jusqu'à présent, quand on fait des actions, à chaque fois, on a toujours les sous pour les faire. Alors que je suis pas la personne majoritaire qui finance les actions qu'on fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il pourvoit en fait. Et le truc, c'est que c'est parti d'une idée de change de filière, va dans le social. Et de ça, je suis arrivée dans l'humanitaire. Ouvre une assoce, occupe-toi des gens dans le besoin, les personnes en situation de handicap, les veuves, les orphelins, les gens de la rue, etc. Et là, on a commencé à aider plein de gens au travers de nos différentes actions. Ça n'a pas été toujours facile parce que s'occuper d'une association de 10 personnes, c'est dur. Surtout quand tu n'as pas les clés. Donc, il fallait toujours bricoler, bricoler pour mettre les choses en place. Du coup, de ce choix-là est né Modre Association, qui est mon association humanitaire avec d'autres amis à moi. Et aujourd'hui, où je vous parle, on est le 6 juin 2025. Et ça fait 5 ans qu'on est en activité. On a aidé au moins 500 personnes dans cette association, au minimum. Parce qu'on a fait des collabs et tout. Mais pour vous dire, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, quand Dieu vous conduit, il vous emmène quelque part. J'ai fini mon BTS, j'ai validé. Ça me fait quoi? J'ai un bac, j'ai un BTS. La parole qui disait que j'allais pas faire de longues études. Attends un peu. Après ça, je me suis dit, bon, vu que j'ai un BTS, je vais travailler. Mes parents m'ont dit, non, fais une licence. Non, non, non. Ok, je vais aller faire une licence. J'ai fait une licence à Paris, Nanterre, que j'ai validée. Et c'était une licence en RCAP. C'est un peu de l'administration sociale aussi, mais c'est principalement basé sur le handicap. À aucun moment, je me suis dit qu'un jour, j'allais travailler dans le handicap. Déjà, je connaissais pas le handicap et je savais pas trop même comment j'avais fait pour arriver là. J'ai postulé dans plein de licences à Bordeaux et j'ai été prise à Paris-Nanterre. Donc, j'ai quitté Bordeaux pour Paris-Nanterre et j'ai fait 1 an de licence parce que j'avais un bac plus 2 et j'ai validé. Ça me fait 3 diplômes. Où sont les gens qui disaient que j'allais pas faire de longues études? Je suis en train de faire. Je suis en route pour ça. Gloire à Dieu. Et après ça, je me suis dit, vas-y, je vais travailler. Alors après, mes parents m'ont dit, mais t'as fait ta licence, fais un master. Et on s'arrête là. Je boudais en mode, oh, un master, pourquoi? J'en ai marre des études. Je suis pas très scolaire. Moi, vous-même, vous savez que j'aime pas les études, nanana. Je suis allée m'inscrire. J'ai cherché un master, j'ai trouvé dans le handicap. Un master qui s'appelle Accessibilité pédagogique et éducation inclusive, qui nous apprend à adapter les contenus des cours et tout ce qui est en rapport avec la pédagogie pour les personnes en situation de handicap. Je suis devenue, on va dire, une éducatrice spécialisée ou une enseignante spécialisée. Enseignante, si je passe le concours d'enseignant, je pourrais être dans une classe spécialisée pour enseigner. Avec ce diplôme-là, tu peux être éducatrice. J'arrive dans le monde du handicap sans grande connaissance. Et le Seigneur m'emmène même à faire des actions avec l'association pour les personnes en situation de handicap. Et il me dit, vraiment, le Seigneur, il trace ta route, quoi. Toi, tu penses juste à toi, mais il pense aux gens vraiment plus loin. Toutes les choses que j'apprends dans le handicap sont des choses vraiment que je ne vois jamais en Côte d'Ivoire quand je pars. Et à chaque fois que je rentre, je me rends compte que, ils n'ont pas telle chose pour les personnes à mobilité réduite, ils n'ont pas telle chose pour les personnes en situation de handicap. Et un jour, avec l'association, on est allé dans un orphelinat pour personnes, spécialement pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants abandonnés en situation de handicap. Et il y a une dame c'est comme si c'était une réponse, parce que ce master-là, franchement, je voulais pas le faire. Je suis pas très scolaire, donc je m'ennuyais en cours, je trouvais que c'était barbant, il y avait rien de ouf ouf et tout. Et en discutant avec la directrice de l'établissement de l'orphelinat, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin au niveau du handicap en Côte d'Ivoire et les gens n'avaient pas les clés. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait forcément que je fasse ce master parce que de base, moi, c'était pas mon truc. Je voulais même me réorienter dans tout ce qui est encore administration sociale, mais il a vraiment voulu que je sois dans l'éducation spécialisée.
Donc, j'ai validé ma première année et la deuxième année, c'était comme si quand tu es en fin d'études, l'ennemi se lève pour te dire que toi, t'avais dit que tu dois pas faire de longues études. Qu'est-ce que tu veux me faire là? Tu veux avoir un master? Tu veux avoir un bac plus 5? Non. La deuxième année était l'année la plus longue parce que déjà, il fallait que je trouve un stage. Il fallait que je termine mon mémoire. Il fallait que je soutienne. Et tout ça n'a pas pu être fait en un an. Parce que quand j'ai terminé tout ça, on m'a dit, tu peux pas soutenir. Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, ah non, il n'y a pas beaucoup de choses dans ton mémoire. J'étais en mode, mais ouais, j'ai mis tout ce que je savais dans le mémoire et tout ce que j'ai vu en stage. Et moi, ça a commencé à me frustrer. Je me suis dit, mais après toutes ces batailles pour les études, pourquoi maintenant il y a un problème en fait? Et je priais, et je pleurais, et je voulais abandonner. J'ai rédigé le mot au moins 15 000 fois. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir un master? Ouais. À quoi ça va me servir de toute façon? Dans le souci, il n'y a pas l'âge là-bas. Comme, comme Didi dit, il n'y a pas l'année. Et je me questionnais, le Seigneur envoyait à chaque fois des gens pour me dire, t'es dans le bon endroit, continue, mais ouais, j'étais en mode, mais tout ça pour 3 sous? Je sais, j'ai participé à une retraite des femmes multidimensionnelles, qui est un mouvement de femmes dirigé par le pasteur Nina, notre pasteur principal de l'église où je vais à Paris, CIF Paris. Et on a prié pour ce sujet-là. Une étudiante pasteur a prié pour ce sujet-là. Moi, j'ai prié sans grande attente parce que pour moi, j'allais passer ma soutenance, je sais pas en quelle année. J'allais être bloquée dans ça. Et au sortir de cette retraite, les portes se sont ouvertes net. Au bout de 2 semaines, j'avais déjà rendez-vous pour soutenir en début juin. La retraite, c'était en mai. Début mai. Et en début juin, j'avais déjà rendez-vous pour soutenir. Je me suis dit, mais le Seigneur est vraiment dans cette histoire. Et c'est comme ça que j'ai soutenu et j'ai terminé mon master. J'ai gradué, j'ai été diplômée en décembre. Mes parents sont venus. Donc voilà un peu mon parcours scolaire et là j'ai terminé mes études. Je travaille dans le handicap. J'apprends encore et je bénis le Seigneur pour ça. Je voulais juste dire à quelqu'un à qui ils ont dit tu vas pas réussir, tu vas rien faire de ta vie, tu as beaucoup échoué, tu es nul, tu as eu des oppressions même au niveau de ta famille par rapport à ça, les gens se moquent de toi, oh c'est toujours elle qui échoue, oh celle-là elle va jamais rien devenir. Dis-toi que le Seigneur a un plan. Si tu lui as donné ta vie, il a un plan pour toi. Moi c'est que je suis juste au début par rapport à ce qu'il m'a dit par rapport à ces études-là. Là, je suis en période de formation, d'apprentissage. Mais ce qu'il va faire avec est beaucoup plus grand que ce que je pense. Et je me limite pas juste à ce que je vois ou au salaire ou aux conditions de travail. Parce que dans le social, c'est très cardio. Dans le handicap, encore plus. Mais je regarde vraiment à ce que le Seigneur m'a dit. Parce que quand le Seigneur parle, il le fait. Donc si toi, tu as des problèmes actuellement avec tes études, demande-toi quelle est la direction qu'il te demande de prendre par rapport à ça. Si tu trouves aussi que tu n'avances pas par rapport à tes études, peut-être tu n'es pas au bon endroit. Et souvent, il suffit juste de changer de chemin pour voir qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ailleurs. En tout cas, c'était mon témoignage. Je suis revenue. C'est le podcast Inspiré. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.